Bonsoir à tout le monde. Nous avons décidé, avec Gérard, de décerner d'abord cette soirée au docteur Jean-Louis Haas, dont j'ai eu l'honneur d'être ami et de traiter jusqu'au bout. Par ailleurs, c'est pour moi aussi une date commémorative, puisque c'est aujourd'hui nous avons eu la star de mon père, et je pense que si maintenant je suis capable de présenter ce que je vais présenter, c'est beaucoup grâce à mon père. Alors, nous allons parler aujourd'hui du problème des anticoagulants et je vais introduire les nouveaux anticoagulants dont tout le monde a entendu parler par rapport aux anticoagulants avec lesquels nous avons tous été formés. Pourquoi ce problème est important? Parce qu'il y a une augmentation des accidents vasculaires cérébraux. Dans le monde, il y a une accélération des accidents vasculaires cérébraux et c'est un problème de santé publique vraiment fondamental. Je ne sais pas si dans votre famille vous avez eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui a fait un accident vasculaire. Moi je l'ai eu, ma belle-mère est décédée d'un accident vasculaire de 4 ans de souffrance et je pense que c'est une maladie extrêmement invalidante et qu'il faut réduire au minimum. Donc c'est un problème de santé publique auquel on est tous confrontés et pour lequel il peut y avoir quelques solutions. Alors, le pourvoyeur d'accidents vasculaires cérébrales dans le domaine de la cardiologie, c'est en priorité la fibrillation auriculaire. Sachez que la fibrillation auriculaire augmente le risque d'accident vasculaire cérébral de 5 fois. Et je me souviens, il y a 30 ans, quand j'ai fait cette présentation avec les jeunes chefs de clinique, je crois, et les statistiques à cette époque étaient de 7 fois. Donc c'est vraiment un problème très important. Alors, le deuxième versant, c'est que la fibrillation auriculaire, qu'on a tous appris à la faculté ou à nos patients, est très souvent symptomatique, mais il y a aussi des fibrillations auriculaires totalement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on va découvrir de façon fortuite, dans un électrocardiogramme en consultation, dans un holter qu'on pose pour une autre raison, et donc ça a la même valeur pronostique qu'une fibrillation auriculaire symptomatique. Donc, c'est un problème, je répète, de santé publique, c'est un problème aussi où nous sommes tous impliqués, quelle que soit notre spécialité. Alors, on voit un patient avec un accident vasculaire cérébral. Il faut le traiter par anticoagulant. Quels vont être les critères qui vont nous pousser à démarrer un traitement anticoagulant? Nous avons les critères de base qu'on appelle le CHAD-12 score. On est obligé de connaître ces scores plus ou moins parce que ce sont les scores internationaux qui ont été validés et surtout ce sont les scores qui sont reconnus par la Coupe-Atrolim pour pouvoir obtenir les médicaments de nos patients. Donc on part avec la Coupe-Atrolim sur la base de score. Alors le CHAD-12 score, on comprend en fait 5 éléments qui sont assez faciles à retenir. C, c'est congestif raféreux, donc insuffisance cardiaque. H, c'est hypertension. E, c'est H, donc supérieur à 75 ans. D, c'est diabète. Et 5, c'est le stroke qui compte 2 fois, qui compte 2 points, si le patient a déjà présenté un accident vasculaire. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a différents profils de patients avec une fibrillation auriculaire. Vous avez le patient jeune, qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, qui n'est pas hypertendu, qui n'a pas de diabète, donc son risque en fait est très modéré d'accident vasculaire cérébral. Par contre, à l'opposé, vous avez le patient de 80 ans qui a une insuffisance cardiaque, qui a un diabète, qui a déjà fait un accident vasculaire. Ce sont des patients à risque, c'est une grande population à risque, il ne faut pas la méconnaître. Alors à ce score, qui a été le premier score de base, qui a été validé, on l'a un peu affiné avec ce qu'on appelle le CHAD-2 score, le CHAD-2 score VASC. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'un patient qui avait une maladie vasculaire, c'est-à-dire un infarctus du myocarde, une artérie des membres inférieurs, c'est un malade potentiellement cardiaque. Ce n'est pas uniquement le diabète, etc. Donc ça rentre maintenant dans le score de CHAD-2 score. C'est un score scientifique qui n'est pas encore reconnu malheureusement vraiment par la Coupe-Atrolim, mais qui pour nous, et en tant que cardiologue, est très important. Par ailleurs, on a
démontré que la femme est plus exposée. Donc ça rentre dans ce nouveau score, le fait qu'une femme est plus exposée aux accidents vasculaires cérébraux, et que, en fait, l'âge également a été diminué à 65 ans. Donc ça, c'est pour nous, si vous voulez. Il faut surtout connaître le SHAD-12 score, parce que c'est sur ce score qu'on va parler avec les couples autrement. À côté de ces deux scores, il y en a un troisième, qui est la facilité que le patient a de saigner. Vous avez des patients qui saignent facilement. Les premiers patients, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traiter des dialysés, ils ont une facilité à saigner qui est énorme. Donc, on va donner un traitement anticoagulant parce qu'on est obligé, ils ont un SHAD-12 score très élevé, mais il faut tenir compte du fait qu'ils ont également une tendance à saigner. Donc là, après, rentre, si vous voulez, le sens clinique du médecin. La médecine est scientifique, mais c'est aussi une médecine humaine. Donc, dans la tête du médecin, il va peser le pour et le contre. Il va essayer de voir quels sont les risques de saignement. Alors, les risques de saignement sont des anomalies de la fonction rénale, donc comme je l'ai dit, l'insuffisance rénale avancée, des anomalies de la fonction hépatique, bien entendu, le patient qui a déjà fait un saignement auparavant, le patient qui a un INR qui est très instable sous coumadine, le patient âgé et le patient qui abuse de drogue et notamment d'alcool. Donc ça, ce sont des patients qui ont tendance à saigner. Et Irène Formon va nous parler de cette balance entre thrombose et saignement, et dont l'exemple, je vais vous montrer quelques diapos en sa mémoire, a été vraiment notre ami le docteur Haas. Donc, vous voyez, on va finir. Le patient qui a une hypertension extrêmement élevée, le patient qui est dialysé, le patient qui a déjà fait un saignement, le patient qui a un INR très instable, et le patient qui prend des médicaments associés, comme des anti-agrégants plaquettaires, il a une tendance à saigner. Alors le grand problème, ça va être le SHAD-12 score 1. Le patient jeune, qui a par exemple uniquement, par exemple, une hypertension artérielle, rien d'autre. Pas de diabète, pas d'insuffisance cardiaque, il a un SHAD-12 score. Est-ce qu'il faut le traiter ou non? C'est le sujet de débat énorme dans la littérature. Énorme. Dans l'absolu, on peut se passer de traitement anticoagulant. Un patient a une fibrillation auriculaire, il est jeune, donc c'est tout. Là, le risque d'accident vasculaire est faible, donc on ne le traite pas. Cependant, il y a une étude thaïlandaise où ils ont étudié ce score vraiment dans la population. Ils ont vu que parmi ces patients de SHAD d'un score, il y avait pas mal de gens qui avaient quand même fait un accident vasculaire cérébral, donc ils ont reposé la question de l'opportunité du traitement anticoagulant. Alors, la chose, l'élément où tout le monde est à peu près d'accord, s'il y a un SHAD, un VASC score de 1, on peut se permettre de ne pas traiter. On peut laisser les patients sans traitement, parce que le risque d'accident vasculaire. Mais le SHAD-1 score seul est une indication intraite. Bien entendu, en tenant, je répète, en considération le risque de saignement, et c'est le grade bête qu'on a. Par contre, le SHAD-12 score, 2 scores, c'est une indication formelle. Tout le monde est d'accord. Un patient hypertendu a un diabète, une fibrillation auriculaire, il doit être traité. Un patient qui a une insuffisance cardiaque et qui a plus de 75 ans, il doit être traité. Parce que le risque d'accident vasculaire cérébral est important et le traitement anticoagulant est totalement justifié. Alors, donc, comme on a dit, SHAD 2 ou supérieur à 2, indication d'anticoagulant, maintenant ça devient un peu un consensus. Par contre, si on interprète ces scores, vous voyez, le score a toujours une limite. En tant que cardiologue, si vous voulez, on ne peut pas uniquement se limiter à l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le diabète, comme elle dit un célèbre, il y a aussi la cardiopathie sur le patient. Il est évident que quand vous avez un patient avec une cardiomyopathie, qui a un ventricule gauche très affaibli, vous avez plus tendance à donner un traitement anticoagulant parce qu'il a une tendance à faire un thrombus dans l'oreillette gauche, une tendance à faire une voyez. Donc ça a été oublié des scores, c'était complètement oublié des scores, et surtout la fonction cardiaque aussi n'est pas. Donc les scores ont une valeur, si vous voulez, une valeur générale, mais je reviens à ce que je veux dire, le bon sens du médecin, l'appréciation clinique est également extrêmement importante. Alors, la fibrillation auriculaire c'est
c'est le premier trouble du rythme dans le monde. Et la grande question, surtout quand on a une cardiopathie sous-jacente, est-ce que c'est la fibrillation auriculaire qui a créé la cardiopathie? Et ça existe, ça a été décrit par mon maître, le professeur Robert Slama, dans les années 1983, si mes souvenirs sont bons. Donc il a démontré que des gens qui avaient une insuffisance cardiaque, une fibrillation auriculaire en permanence, c'était la permanence de la fibrillation auriculaire pouvait avoir entraîné une dégradation de la fonction cardiaque. La seule manière de le prouver, c'est de remettre le patient en rythme sinusal et de voir ce qui se passe au niveau de la fonction ventriculaire gauche. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est une entité maintenant reconnue. Tachycardie induced cardiomyopathie. Alors, dans les distinctions entre paroxystique, persistante, permanente, tout ça, c'est très artificiel. C'est très artificiel. Bon, il y a la paroxystique qui est le patient qui a des crises et qui revient en rythme sinusal. Et vous avez le patient qui est en persistance en permanence. Ça a un impact important sur les techniques d'ablation dont on va venir reparler. Et surtout la tolérance. Vous allez avoir des patients qui ont une fibrillation auriculaire qui ne sentent pas, que vous découvrez de façon opportune, et vous avez des patients qui ne peuvent pas vivre avec une fibrillation auriculaire. Et ça rentre également, ce paramètre rentre dans la décision thérapeutique. Ça, c'est de la médecine de base. L'expression de la maladie entre deux patients n'est pas la même. Et ça fait tout le côté passionnant de la médecine. Alors, la grande question. On en avait parlé dans une présentation précédente, mais ça nous donne deux. Est-ce qu'un patient en fibrillation auriculaire, il faut s'évertuer à le remettre en rythme sinusal, donc essayer d'être agressif, ou est-ce qu'il faut tolérer cette fibrillation auriculaire et donner des médicaments pour que la tolérance soit bonne, mais sans vraiment mettre le poids pour revenir en rythme sinusal? C'est une immense controverse, et là, dans ce domaine, il y a une divergence entre les équipes américaines et les équipes européennes. Et comme Israël est calqué sur les États-Unis, on va dire les équipes israéliennes américaines moulent face aux équipes européennes. L'équipe européenne est beaucoup plus conservatrice, c'est-à-dire va donner un traitement pour améliorer le confort du patient, sans obligatoirement faire le maximum pour le remettre en rythme sinusal, parce que le remettre en rythme sinusal, ça comprend, et on va le voir, ça a un prix de compliqué, ça comprend un certain nombre de complications. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, par exemple, nous avons participé à une étude, et surtout à Ral-Sophie, on n'a pas été très fort dans le recrutement, je le regrette. On n'a pas été très fort dans le recrutement, pourquoi? Parce que beaucoup de médecins avaient déjà un a priori. Il fallait absolument remettre les patients en rythme sinusal, et parce qu'ils avaient été éduqués aux États-Unis, dans notre service. Mais en fait, le débat est complètement ouvert. Dans l'insuffisance cardiaque, il a été démontré, c'est formel, que le rythme contrôle n'est pas mieux que le rate contrôle. C'est-à-dire que quand on s'évertue à remettre les patients en rythme sinusal, on a tellement de complications dans l'insuffisance cardiaque que ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux être conservateur de les patients parce que la maladie essentielle, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est pas l'arythmie. Alors, dans le rythme contrôle, donc on a trois éléments. Un des médicaments phares du rythme contrôle, c'est l'amiodarone, avec tous les effets secondaires qu'on connaît. Malheureusement, le Multac, le nouvel amiodarone, n'a pas rempli la drosanérone n'a pas rempli les espoirs qu'on avait pour elle. L'amiodarone reste encore un médicament extrêmement prescrit. L'autre élément du rythme contrôle, vous le savez, c'est les cardioversions, c'est-à-dire les chocs électriques externes qu'on fait énormément en Israël, qu'on faisait très peu en France. Et en fait, maintenant, est en train d'éclore l'ablation qui commence à avoir des lettres de noblesse. C'est-à-dire que ça, c'est une découverte française. C'est le professeur Assaguer à Bordeaux qui a démontré que la fibrillation auriculaire naissait autour des veines pulmonaires et qu'il fallait cautériser ces veines pulmonaires pour limiter les récurrences d'arythmie. C'est une procédure longue, c'est une procédure compliquée, une procédure qui quand même a des formes de complications, notamment des sténoses des veines pulmonaires, qui marche en vrai pour 60% des patients.
les électrophysiologues vont toujours nous donner des chiffres supérieurs, mais dans le réel, dans la vie quotidienne, dans le traitement du patient, je crois que par ablation, 60% des patients sont débarrassés de leur fibrillation auriculaire. Par contre, ce n'est pas le cas d'autres arythmies. Hein. On ne parle pas de ce qu'on appelle la maladie de Bouvray pour la SVT, supraventriculaire tachycardie, qui marche très bien en ablation, et le fluide auriculaire qui est également beaucoup plus accessible. Alors, la question est le traitement anticoagulant. On a un patient, on a opté pour le rythme contrôle pour différentes raisons, qu'on a déjà citées. Combien de temps on va le traiter au point de vue anticoagulant? Obligatoirement un mois. On ne peut pas descendre à moins d'un mois, il faut traiter au moins un mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude américaine de Boston qui a montré que après retour en rythme sinusal, il y a une sidération de l'oreillette gauche qui peut créer des thrombus. Donc il faut absolument minimum un mois. Moi je donne plus qu'un mois parce que j'ai tellement peur d'accident vasculaire que je peux donner 2 mois. Je m'assure pas 1 Holter, 2 Holter, 3 Holter que le patient est en rythme sinusal avant de pouvoir arrêter le traitement anticoagulant. Alors quand on est pressé, quand on a un patient qui ne va pas bien, on sent que le rythme sinusal est nécessaire immédiatement, on peut faire une échographie transœsophagienne pour voir s'il n'y a pas de caillot dans l'oreillette et dans l'auricule gauche, à ce moment-là faire une cardioversion, mais ça ne nous empêche pas de donner un traitement pendant un mois après cardioversion. Dans le rate control, on va être beaucoup plus conservateur. C'est vraiment la technique française, européenne. On donne des bêta-bloqueurs, on donne du verapamil, on donne de la digoxine, on donne bien sûr accompagné un traitement anticoagulant. Mais on est moins agressif au niveau retour en rythme sinusal. Alors ça, je vous ai donné vraiment les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc comme je vous l'ai dit, la fibrillation auriculaire, si elle est inférieure à 65 ans sans aucun critère de risque, ce qu'on appelle CHAD, VASC 0 ou 1, il n'y a pas besoin de traitement. Sinon, entre 1, c'est un peu discuté, mais 2, c'est formel, et à ce moment-là rentre la notion de Hasbled, donc de tendance au saignement. Donc ce que je vous ai dit, en fait, je recoupe les recommandations européennes. Alors, quels sont les choix de traitement anticoagulant? Nous avons tous grandi avec l'héparine, nous avons tous très bien connu les héparines de papa moléculaires, comme le Clexane en Israël, qui est très répandu. Nous avons tous grandi avec la warfarine, et maintenant sont arrivés les nouveaux anticoagulants. Et c'est vrai que ces nouveaux anticoagulants sont en quelque sorte une révolution. Moi, j'ai participé à leur éclosion parce que j'ai fait toutes les études de ces nouveaux anticoagulants, et donc je les connais de l'intérieur, si j'ose dire. J'ai donné, avant qu'ils soient sur le commerce, j'ai suivi les patients. Quand on est dans une étude de recherche, on vit avec le patient, au téléphone, il vient en consultation, donc on tâte le médicament. Donc je vais pouvoir vous donner, je pense, un avis assez objectif. Donc l'héparine, vous le savez, est incontournable, par exemple quand on met un ballon de contre-pulsion, quand on a besoin d'un traitement anticoagulant rapide, qu'on peut moduler, le traitement, ça reste un traitement de base, et on surveille le petit. Le Clexane, bon, les gens n'ont pas de moléculaire, on peut doser l'antitène et maintenant on peut le faire. À l'hôpital, on le fait assez facilement, ce qui nous permet d'optimiser le traitement par anticoagulant de vapeur moléculaire. La warfarine, ça reste quand même un grand classique. Moi, j'avoue que j'aime ce médicament parce que je le connais depuis 40 ans, 30 ans, je l'utilise, 35 ans, et bon, il a de nombreuses limites, mais on a appris à le connaître, on a appris à le moduler, ça impose aussi une prise en charge du patient qui va doser son INR, qui apprend à être entre 2 et 3. Le grand problème, c'est qu'il y a des interactions médicamenteuses, il ne faut pas manger n'importe quoi, donc ça donne quand même certaines limites. Il y a une indication qui pour le moment est incontournable, si vous voulez, parce que dans ce domaine-là, les nouveaux anticoagulants n'ont pas fait leur preuve, c'est les gens qui ont des prothèses mécaniques. Les gens qui ont des prothèses mécaniques seront encore traités pendant des années par la Coumadine. Alors, le problème
problème, comme je vous l'ai dit, des anticoagulants, comment dire, de la warfarine, de la coumadine que nous connaissons ici, c'est que il faut toujours se retrouver entre 2 et 3. Et c'est d'INR. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas très bien compris le mécanisme, donc il faut une aide du médecin généraliste. Donc c'est notre rôle en tant que médecin traitant généraliste d'aider le patient à être équilibré. Et vous avez des patients qui malheureusement, si vous voulez, sont des INR très labiles. Ça monte à 4, ça descend à 2, ça monte à 3, ça descend. C'est extrêmement difficile à équilibrer, c'est vrai, et il y a quelques patients comme ça. Et l'autre limitation, c'est que c'est un médicament de longue durée d'action. Donc quand vous voulez faire par exemple un symptôme rapide, un cathétérisme rapide, vous êtes un peu embêté parce que le patient est encore sous anticoagulant, le traitement anticoagulant va disparaître au bout de 2 jours ou 3 jours. Et le grand problème, c'est qu'on a mesuré le nombre, si vous voulez, de patients qui sont bien anticoagulés par la warfarine. C'est-à-dire qu'ils ont 70% des mesures dans la zone thérapeutique. Et en fait, au-dessus de 70%. Voilà, il n'y en a pas énormément. Cette diapo elle est tirée du labo, elle est un peu pessimiste, un peu plus que ça, mais c'est vrai que je dirais 30% des patients, je dirais pas plus, 40% des patients sont très bien équilibrés, vous avez 60% des patients qui malheureusement ne sont pas vraiment tout le temps dans la zone thérapeutique. Alors, l'intérêt des nouveaux anticoagulants, c'est qu'ils n'imposent pas de surveillance biologique. Alors c'est un grand intérêt, mais c'est aussi une limitation. Parce que on aime bien en tant que médecin avoir un paramètre. On aime donner un médicament, par exemple comme la digoxine, et doser son taux. On aime donner la warfarine et savoir à peu près où on en est. Moi, on a grandi avec ça, c'est un peu difficile de passer, mais c'est vrai que les nouveaux anticoagulants, leur but, c'est de se passer de ce dosage. Par contre, il faut faire très très attention, il faut bien faire attention à l'insuffisance rénale. Ça, c'est la grande limitation des nouveaux anticoagulants. Il faut tous les nouveaux anticoagulants, le dosage tient compte de l'insuffisance rénale. Et certains ont leur lettre de noblesse dans ce domaine-là, et notamment l'apixaban qui nous réunit ce jour. C'est vrai que c'est le médicament qu'on peut donner dans l'insuffisance rénale la plus avancée. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de donner l'apixaban à 25 millilitres/minute, ce qui est quand même une insuffisance rénale avancée, mais en dessous de ça, les preuves scientifiques sont un peu faibles. Donc moi je ne le donnerai pas, mais bon, on attend d'autres études. Donc retenez, nouveaux anticoagulants, facilité de prescription, facilité de suivi, mais attention à l'insuffisance rénale. Autre élément qui est très très important, que je n'ai pas encore parlé, que je vais introduire maintenant, c'est le côté de la fibrillation auriculaire valvulaire, ce qu'on appelle une non-valvulaire. Alors, vous savez que les maladies valvulaires ont une grande tendance à entraîner la fibrillation auriculaire, la maladie mitrale. Comment on a découvert les premiers rétrécissements mitraux? On les a découverts par un accident vasculaire cérébral. On met notre stéthoscope, on entend un souffle, on fait une écho, on trouve un rétrécissement mitral. Et quand on cherche bien, on voit souvent un caillot dans l'auricule gauche. Donc ça, c'est la forme classique. Donc ça, ce sont des maladies, des arrêts de fibrillation auriculaire qu'on appelle valvulaires. Et dans ces maladies valvulaires, eh bien, en ce qui concerne l'insuffisance mitrale, écoutez bien, c'est intéressant comme leçon de l'insuffisance mitrale était considérée comme un critère d'exclusion dans toutes les études préliminaires de tous ces nouveaux médicaments. Mais les médecins n'ont pas été très sérieux et ils ont inclus des malades comme ça. Ils ont inclus des malades en arythmie auriculaire, en fibrillation auriculaire, avec une insuffisance mitrale déjà significative, ce qui était un critère au début d'exclusion. Et j'irais bien Baruch Hashem, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Par contre, ils ont fait attention de ne pas inclure des patients avec des maladies rhumatismales, et notamment un rétrécissement mitral.
Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser les nouveaux anticoagulants. Par contre, dans l'insuffisance mitrale, qui a priori est une contre-indication, mais qui m'a quand même été inclus dans les études, comme il y a tellement de patients qui ont été inclus, donc en fait on voit que ça marche et il n'y a pas de problème. Donc retenez une seule chose, faites attention dans les nouveaux anticoagulants avec la fonction rénale, et deuxièmement, si un rétrécissement mitral ou une prothèse valvulaire, vous ne pouvez pas les utiliser. On pourra peut-être les utiliser après quand on aura d'autres études, mais pour le moment, on ne peut pas les utiliser. Et ça, c'est toutes les recommandations des grandes sociétés de cardiologie au travers du monde. Alors, 3 grands médicaments. Je présente tous les médicaments. On est invité par Eliquis, mais il faut placer dans le contexte. On a 3 grands médicaments. On a le Pradaxa, on a le Xarelto, on a l'Eliquis. Alors, on a la warfarine dont on a beaucoup parlé. Son intérêt, c'est qu'on a une longue expérience. Il faut surveiller l'INR. On a surtout un antidote. Mais les limitations, c'est l'interaction médicamenteuse. Un antibiotique va jouer sur le taux d'INR. Certains médicaments vont jouer. Donc, il faut toujours être un petit peu vigilant. Alors, le grand problème des nouveaux anticoagulants, sur lequel je voulais insister également, c'est que il n'y a pas encore vraiment d'antidote reconnu. Il y a un antidote qui est en train de venir, surtout pour le Pradaxa. Les autres également, le Xarelto et l'Eliquis ont quasiment trouvé leur antidote. Il n'est pas encore complètement publié, mais ça a beaucoup gêné la prescription d'un médicament. On aime bien en tant que médecin donner un médicament, mais en sachant que s'il dépasse son but, on a quelque chose pour le contrer. Ça donne une sécurité d'emploi. Et ça, quand on n'a pas d'antidote, on se dit, mais si le patient saigne, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'attends que ça s'arrête de saigner. Donc c'est un peu gênant. Mais l'antidote est en train de venir. Donc là, ça va nous donner une sécurité de... Alors, tout le cheval de bataille des nouveaux anticoagulants a été que s'entraînerait moins d'hémorragie cérébrale que la warfarine. Moi, je suis très étonné. Je suis autant un médecin-chercheur, mais en 35 ans que j'utilise la coumadine, Baruch Hashem, j'ai très peu d'hémorragie cérébrale. Je ne sais pas si vous en avez eu, on peut en parler dans la discussion. Moi, jusqu'alors, j'ai pas eu beaucoup de... T'as pas soigné Charles? Pardon? T'as pas soigné Richard? Oui, mais lui, c'est autre chose. On en parlera, c'est autre chose. C'est pas sur warfarine. Il n'a pas signé sur warfarine. Il n'était pas sur warfarine. Il était sous Clexane, il était sous aspirine et Plavix. Triple thérapie. Mais pas de warfarine. Je trouve que c'est bon. Les études ont montré, je respecte les études. Je respecte les études. Bien, c'est mon expérience personnelle, elle ne vaut pas la valeur des études. Donc... Par contre, il y a une chose qui est sûre, et c'est le Pradaxa donne plus de saignements digestifs. Ça, je l'ai vécu sur les 15 patients, 20 patients que j'ai dû recruter à Adassa. J'ai eu beaucoup de patients avec des saignements digestifs. Donc, sachez, soyez vigilants. Et là, on va donner du travail à notre ami Morani. Donc, comme je l'ai dit, je reviens à ce que je vous ai dit. Maladie valvulaire significative, faites attention. Science rénale avancée, prothèse mécanique, faites attention. Le grand problème, c'est que c'est extraordinaire. C'est comme la philosophie. L'avantage du médicament devient parfois un inconvénient. C'est-à-dire que les nouveaux anticoagulants ont une demi-vie assez courte. Donc c'est super. Quand on veut faire une procédure interventionnelle, on arrête le médicament, le lendemain on peut la faire. Par contre, l'autre problème, c'est que la compliance est fondamentale. C'est-à-dire que si le patient oublie un jour ou 2 jours de la semaine, il n'est plus du tout protégé. Tandis qu'avec la coumadine, il y a toujours un petit peu de protection, même s'il oublie un jour. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. L'avantage presque devient un inconvénient. Donc il faut savoir un peu donc il faut surtout insister avec les nouveaux anticoagulants sur la prise régulière journalière. Ce sont des médicaments d'action courte, donc on ne peut pas, il faut vraiment être avec son patient et lui expliquer qu'il ne peut pas se permettre de louper 2-3 jours parce qu'il ne sera pas protégé. Alors, si un patient présente un saignement, on a pensé pendant très longtemps, on a tous donné, je pense à tort, de l'aspirine. On a dit, oh, il saigne sur l'anticoagulant, warfarine ou noix, on arrête, on donne de l'aspirine. C'est un faux concept. Faites très attention à ça, et je vais vous le démontrer par une étude.
c'est l'étude, ce qu'on appelle l'étude Averroès. C'est une très très belle étude, qui a pris des patients qui ont commencé à saigner. Et ils ont séparé en nouveaux anticoagulants. Donc les gens étaient en général, si mes souvenirs sont bons, sous warfarine. Ils ont eu un saignement, donc on a arrêté la warfarine et on a comment dire, comparé l'aspirine. Alors on a étalé les doses de 80 à 324 mg contre l'apixaban qui est l'héliquis. Il y a eu une très grosse étude sur 522 centres publiés dans le New England Journal of Medicine, c'est quand même un signe de qualité, et dans une American Heart Journal. Donc c'est vraiment une étude qui tient la route. Et vous voyez, alors, en termes d'accident vasculaire, sous aspirine, il y a eu plus d'accidents vasculaires cérébraux que sur apixaban ou héliquis. L'aspirine ne protège pas l'accident vasculaire. Par contre, il donne autant d'hémorragie cérébrale que l'apixaban. Donc vous ne gagnez rien. Faites attention. Aux États-Unis, on peut attaquer un médecin s'il donne de l'aspirine dans l'esprit de donner un anticoagulant. Parce que cette étude est fondamentale. Elle a montré que l'aspirine augmente le risque de saignement, enfin, est équivalent au risque de saignement d'un anticoagulant, mais ne protège pas l'accident vasculaire. Donc c'est un faux protecteur. Et je sais que j'aime l'aspirine. Quand on a un syndrome de menace d'infarctus, on est coincé. Le patient syndrome de menace d'infarctus, il relève un traitement d'héparine de papa moléculaire, en général, mais on va démarrer, en général, aspirine et Plavix, puisque le patient va arriver au cathétérisme, mais cette triple thérapie est dangereuse, surtout chez les patients âgés. Parce que là, vous bloquez toute la coagulation, le patient, s'il saigne, on est vraiment coincé. Mais on n'a pas trop le choix. On ne se permet pas pour le moment de donner les nouveaux antiagrégants, plaquettaires en triple thérapie, parce qu'on n'a pas d'expérience. On a tellement peur des saignements qu'on ne peut pas se permettre de donner, par exemple, aspirine, prasugrel, qui est l'effiant, et clexane. Ça fait trop, c'est trop puissant. Ou si vous voulez, aspirine, et Brilinda, ou ticagrelor, et clexane. On a peur de ça. On n'a pas d'étude vraiment qui a montré l'innocuité. Donc pour le moment, on marche sur un nouveau terrain, ça va peut-être être démontré. Donc on reste classique. Clexane, aspirine, Plavix, le minimum de temps. En général, ça doit être court. C'est-à-dire qu'en général, on donne ça un mois. Quand le patient est en fibrillation auriculaire avec un syndrome de menace ou un infarctus, on donne ça un mois. Et après, au bout d'un mois, on prend le relais. On prend le relais en général par la coumadine et l'aspirine, ou la coumadine et le Plavix. Là, c'est deux choses différentes. Attention, je vous le précise, c'est un patient qui est en fibrillation auriculaire, qui a un syndrome de menace, donc un caillot dans une artère coronaire. Donc l'aspirine va vous traiter, ou le Plavix va vous traiter, l'association va traiter cette lésion coronaire endomyée qu'on va traiter également par angioplastie, et le clexane ou la warfarine va traiter l'arythmie. C'est chaque médicament a sa fonction. Maintenant est reconnu également, au bout d'un mois, de prendre le relais par un NOAC, par un anti-héliquis, plus en général aspirine, au bout d'un mois. Ce que je voulais vous dire, c'est que on n'a pas encore de très très grandes preuves scientifiques pour l'association d'apixaban et d'aspirine. Par contre, on a une étude, je ne sais plus où elle a été publiée, mais je l'ai vue, très intéressante, qui semblerait dire que les nouveaux anticoagulants, notamment l'apixaban, ont aussi en quelque sorte une vertu comme l'aspirine. C'est-à-dire qu'on pourrait chez les personnes âgées se contenter uniquement d'un anticoagulant qui va avoir aussi un effet anti-agrégant et qui va permettre de protéger le patient sans augmenter trop le risque de saignement. Donc vous verrez, et ça le docteur Fermont va certainement en parler, je ne vais pas parler que de ça, la balance entre saignement et thrombus. C'est toujours comme ça. Alors en cas de procédure interventionnelle, comme je vous l'ai dit, les nouveaux anticoagulants sont
très agréable, très fascinant. On arrête un jour, le lendemain, on peut faire un cathétérisme, on peut faire une biopsie, c'est très agréable. La warfarine, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut arrêter 2-3 jours avant, il faut prendre un relais par le Clexane parce qu'on a peur que le patient soit en rupture de médicaments, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est vraiment quelque chose de sincère, mais comme je le dis, l'envers de la médaille, c'est que si on l'oublie 1 ou 2 jours, on n'est plus protégé. Alors, certains patients ne supportent ni l'aspirine, ni la warfarine, ni les nouveaux anticoagulants, ils ont saigné sur tout. Et j'ai quelques patients comme ça. On est coincé. Dans ces cas-là, je prends le risque d'un non-traitement. Parce que le risque d'hémorragie met en jeu le pronostic vital, alors qu'en général, d'un caillot, on ne meurt pas. Mais d'une hémorragie, on meurt. Donc là, c'est la tendance de la cardiologie, ça je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente, c'est que c'est le cheshbon nefesh de la cardiologie. Pendant 20 ans, 30 ans, on a traité le caillot, angioplastie, stent, aspirine, Plavix, clopidogrel, prasugrel, etc. Et au bout de 20 ans, on s'est dit, on fait les comptes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où sont les hémorragies? Et quand on a fait les comptes, on a été un peu effaré. C'est qu'on est extrêmement puissant dans le caillot, mais on est aussi extrêmement puissant à créer des saignements. Donc, il faut, je répète, les scores sont bien, etc. C'est le bon sens du médecin. Quand on a le sentiment qu'on met en jeu la vie du patient par un traitement qui est trop fort pour lui, eh bien, il faut prendre le risque. Il faut lui expliquer, il faut écrire dans le dossier, qu'il soit de coupates ou d'hôpital, c'est une indication individuelle. J'ai considéré que le risque de saignement est supérieur au signe de caillot, donc je prends la décision d'arrêter le traitement, après avoir expliqué au patient les risques et les avantages. Vous comprenez, nous dans le stade de cardiologie, on discute pendant 1 heure sur le traitement anticoagulant de certains patients, parce que c'est des dilemmes à peu pouvoir. Il a déjà saigné en abdominal, mais de l'autre côté, il a un thrombus de l'oreillette gauche, et est-ce qu'il faut le traiter? Et quand il faut arrêter? Et il a un stent, on a peur d'arrêter parce que, au bout de 2-3 semaines, parce que le stent va se boucher, mais de l'autre côté, les fibrillations auriculaires, c'est tout ça. C'est extrêmement complexe, c'est l'objet de grandes divergences, et dans ce cas-là, il faut garder le bon sens. Il faut voir l'intérêt du patient et se dire, attention, la médecine est maintenant extrêmement puissante, elle est moins agressive. Est-ce que pour mon patient spécifique, est-ce que je vais lui rendre service? Alors, j'ai sauté un truc, c'est que maintenant il y a une nouvelle technique qui s'appelle la fermeture de l'auricule gauche par cathétérisme. C'est une procédure longue, c'est une procédure compliquée, c'est un cathétérisme transseptal avec les risques de tamponnade qu'on peut voir. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a beaucoup d'anticoagulants maintenant, on a des bonnes molécules. Il y a vraiment certains patients qui saignent surtout. Je ne sais pas si c'est la solution. Je vous dis pourquoi c'est pas la solution. Parce que quand vous mettez un corps étranger dans l'auricule gauche et que vous ne donnez pas d'anticoagulant, parce que le patient est intolérant, vous risquez d'avoir des thrombus sur l'occluseur, sur le device, sur le procédé qui est du métal qui a fermé l'auricule gauche. Donc vous êtes pris entre deux feux et parfois il vaut mieux laisser le patient tranquille plutôt que faire toutes ces procédures. Alors, on a passé très vite. Xarelto, son intérêt c'est une prise unique. On lui reproche que la prise unique donne un pic trop élevé au premier passage. L'Eliquis et le Pradaxa sont 2 prises par jour. Alors, l'Eliquis, vous avez donc 2 dosages, 5 mg et 2,5 mg, 2 fois par jour. Je pense que l'Eliquis maintenant est le médicament dans les nouveaux anticoagulants, le plus sécurisant. C'est d'ailleurs en ce moment celui qui est en train de prendre la place prépondérante en tous les nouveaux anticoagulants. Alors, l'étude qui a confirmé Eliquis, une très belle étude auquel j'ai participé, dans Adassa, sur pas 200 malades, enfin quelques malades. Ça fait toujours plaisir de participer à une étude qui voit le jour après. C'est-à-dire que vous avez une impression d'avoir participé, une impression que ce que vous avez fait a pu servir à quelque chose. Et donc, par rapport à la warfarine, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup moins d'accidents vasculaires cérébraux, donc ça
il serait plus efficace que la warfarine pour éviter donc ce problème de santé publique l'accident vasculaire cérébral. Et au niveau de son sécurité, il serait également sécurité, il serait sécurisant, puisqu'on observait moins d'hémorragie. Le Pradaxa est donné en 2 prises par jour, il y a 3 dosages, mais en fait, comme je vous l'ai dit, sa grande limitation, c'est quand même le saignement digestif. Alors, qu'est-ce qui est pris en page par la coupa? On ne travaille pas dans un laboratoire de recherche, on travaille avec une coupa. On a des patients, on est obligé de convaincre la coupa de ce qu'on pense qu'on est la meilleure thérapeutique. Donc, la coupa ne reconnaît les nouveaux anticoagulants qui sont beaucoup plus chers que la warfarine. On parle ça n'a pas de comparaison. Sur différents critères. Quand le TSHAD est très élevé, quand c'est du 3 ou du 4, c'est-à-dire insuffisance cardiaque, hypertension, diabète, à 75 ans, vous pouvez écrire une lettre à la coupa est obligée d'accepter. Parce que c'est presque médico-légal. Par contre, quand vous avez un TSHAD tout score, la coupa peut ne pas accepter. Le laboratoire est en train de travailler très dur pour faire accepter le TSHAD tout score. TSHAD tout score, qui bloue est à TSHAD tout score, les Mahaneda. Donc voilà, tout le monde travaille sur le TSHAD to score, mais pour le moment on n'a pas l'autorisation de la coupa, TSHAD pro-4. Ou sinon, vous démontrez à la coupa que 3 ou 4 fois le patient est monté de façon brutale à 4 ou 5 d'INR et que ça a mis en jeu son pronostic vital. À ce moment-là, ils peuvent donner éventuellement l'autorisation. Alors, là, vous avez, donc, comme je vous l'ai explicité, les hémorragies digestives qui sont un point important. Et là, le débicatran, et le réversiblement, je pense que c'est un peu exagéré, parce que dans l'étude qu'on a fait, je n'ai pas trop vu. L'apixaban, bien entendu, ne donne quasiment pas d'hémorragie digestive. Alors, là, c'est une très belle diapositive qui est en fait très honnête. Elle essaye de montrer l'avantage et les inconvénients de chacun des médicaments. C'est-à-dire l'efficacité en comparaison avec la sécurité. Alors, vous voyez, le plus efficace pour cette étude, c'est le débigatran qui a 150 mg. Il est très efficace. Le plus sûr, c'est l'endoxaban, qui n'est pas encore en commerce, mais pour lequel on a fait l'étude, qui est un médicament extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, vous voyez, l'apixaban, il est le deuxième dans les 2 domaines. Donc, c'est celui qui allie à la fois le plus grande efficacité et proportionnellement la plus grande sécurité. Vous voyez, le débigatran, il perd sa qualité parce que d'un côté, il est très efficace, de l'autre côté, il n'est pas sûr. L'endoxaban, le dernier qui va sortir, est très sûr. J'ai eu aucun saignement sur les 10 ou 12 patients ou 13 patients que j'ai recrutés. Par contre, l'efficacité, on se pose des questions. L'apixaban est un bon compromis. Donc c'est un bon médicament. Ça, je le nie pas, et j'ai accepté d'avoir un sponsor par l'apixaban parce que je pense que c'est un bon médicament. Alors là, on a également donc comment on mesure la qualité du médicament donc par rapport à la warfarine, ce qui est en faveur du débigatran, ce qui est en faveur du rivaroxaban, ce qui est en faveur de l'apixaban. Donc vous voyez par exemple, si on prend le Pradaxa, c'est un peu discutable, c'est pas si supérieur que ça à la warfarine. Par contre, le Xarelto se démarque et l'apixaban se démarque encore plus en termes d'efficacité, de diminution des accidents vasculaires et en termes surtout de saignement. Donc il est certain que les nouveaux anticoagulants sont une avancée thérapeutique. Les nouveaux anticoagulants sont une avancée thérapeutique. Je vous en ai donné les limites. Ce ne sont pas des médicaments, ce n'est pas encore le Ganéden qui est arrivé, donc il faut être prudent. La warfarine reste d'actualité. Les grandes études et les grands médecins qui parlent dans les congrès disent que le patient qui est sous warfarine est bien équilibré, il n'y a pas vraiment de raison de le passer sur les nouveaux anticoagulants. Et je répète sur ma conclusion, c'est-à-dire que vraiment le jugement clinique reste essentiel. Si Richard, avez-vous une ou 2 questions? Pourquoi on ne peut pas utiliser les noix en cas de valvulopathie ou bien de thrombose veineuse? Alors, je n'ai pas parlé de thrombose veineuse, j'ai parlé de valvulopathie, certaines valvulopathies. Rétrécissement mitral,
parce que dans l'étude qui a été faite, on n'a pas vraiment d'explication, comme par exemple les prothèses mécaniques. L'étude qui a été faite sur Pradaxa dans les prothèses mécaniques a été une catastrophe. Elle a été arrêtée en milieu d'étude par le comité d'éthique qui a dit stop, on met tout le monde à Comadine. Les gens tromposés leur prothèse. On n'a pas compris. Et ils ont tout essayé, parce que pour le labo, c'était une gifle dans la figure. Donc ils ont tout essayé, ils ont essayé de modifier. Moi j'étais là, j'étais à Amsterdam pour mes radiologie. Il y avait un froid dans la salle, les gens sur le. Et le professeur Benabel Hassen. Je dis mais attends, je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Il m'a l'opération, mais néanmoins c'est un fait. C'est interdit pour le moment d'utiliser dans les prothèses mécaniques. De donner l'explication, on n'a pas de... Alors par contre, moi si vous voulez, regarde quand j'ai commencé à donner les noix chez les gens avec insuffisance mitrale, la Coupatroline Clalit m'a demandé d'écrire une lettre comme quoi je prenais la responsabilité du traitement anticoagulant. Et j'ai écrit des lettres. Ani Mekabel, Ani Ocharayut, à la Tipoul, c'est la folie quoi. Et je l'ai fait pour quelques patients parce que je n'avais pas le choix. Ils avaient tellement peur des saignements et du fait que c'était, comme on dit, off-label, qu'ils m'ont demandé d'écrire une lettre.